ITPAL présente. Là où la terre nourrit ses enfants, une histoire vraie d'espoir et de résilience. Sous le soleil implacable de Port-au-Prince, Jean avait 17 ans et l'insouciance en berne. Étienne, c'était son nom, Étienne Jean. En classe de réto au lycée Toussaint Louverture, il courbait l'échine sur ses livres avec la même ferveur qu'il courbait le dos sous le poids de sa condition. Orphelin de père et de mère, il vivait sous la merci d'une tante partie vivre à Miami, dont les mandats arrivaient comme des sauterelles en saison sèche. Trop peu, trop tard, et toujours avec des mois de retard. Chaque fin de mois, c'était le même calvaire. Le professeur principal, M. Augustin, un homme au visage fatigué et à la cravate toujours trop serrée, l'appelait après le cours. « Étienne, mon fils, l'écolage ? Les 1500 gourdes ? Ta tante n'a rien envoyé ?» Et Étienne baissait la tête, fouillait dans sa poche usée, en sortait quelques billets froissés, des pièces, et promettait le reste pour la semaine suivante. Il survivait chez sa tante, dans une maison de canapé vert qui sentait le renfermer, gardien malgré lui d'un confort qui n'était pas le sien, nourri par la voisine, une dame qui avait pitié de ce grand garçon si maigre. Un jeudi après-midi, la nouvelle tomba dans la cour du lycée. Dieufait, un camarade de classe, avait le visage fermé, les yeux rouges. « C'est mon père, dit-il simplement. Il est mort à Jérémie. » La solidarité de la classe fut immédiate. Il fallait accompagner Dieufait, il fallait faire le voyage, traverser le pays, aller saluer l'ancêtre dans son village natal. Pour Étienne, c'était une expédition impossible. Il n'avait pas l'argent, pas les vêtements, pas la permission. Mais dans sa poche, il gardait jalousement les $50 américains que sa tante avait glissés dans sa dernière lettre. « Pour l'écolage du trimestre prochain », avait-elle écrit. 50$, une fortune, son salut. Le car passa la nuit à grimper les routes sinueuses, à longer des précipices vertigineux, à traverser des rivières sur des ponts branlants. Étienne, collé à la vitre, regardait le paysage changer. Port-au-Prince, avec sa poussière et son bruit, s'effaçait. Les mornes se firent plus verts, plus luxuriants. L'air devint plus frais, chargé d'humidité et de senteurs inconnues. Arrivés à Jérémie, ils prirent un camion, puis un autre, puis des motos, pour enfin atteindre le village perdu de Dieufait, perché dans les hauteurs. Ce fut un choc sensoriel. Étienne n'avait jamais vu une telle verdure. Des champs de bananiers aux larges feuilles luisantes, des caféiers chargés de cerises rouges, des cacaoyers dont les cabosses jaunes et orangées pendaient comme des lampes végétales. L'air était vif, pur. Les gens parlaient doucement. Le créole était différent, plus chantant, et ils avaient tous cette lueur dans les yeux, celle des gens qui possèdent la terre, qui la travaillent, qui en vivent. Les funérailles furent longues, empreintes de dignité et de chagrin. Mais au milieu des lamentations, Étienne, lui, faisait une toute autre expérience. Il regardait les champs à perte de vue, les paysans revenant des jardins avec des paniers débordants de légumes, les femmes vendant des marmites de riz au bord de la piste. Il vit l'absence. Il n'y avait pas de boutique pour acheter des piles, pas de dépôt de propane, pas de vendeur de tôle. Pour le moindre clou, il fallait descendre à Jérémie. Pour le riz en vrac, il fallait attendre le passage de commerçants de la ville qui vendaient 2 fois le prix normal. Le lendemain des funérailles, alors que ses camarades préparaient leurs sacs pour le retour, Étienne s'approcha de Dieufait. « Moi pas pral retounen », dit-il simplement. « Je ne retourne pas. » Ce fut la consternation. Dieufait le supplia, parla de la colère de sa mère, des dangers de la campagne, des serpents, du manque d'école. « Mais l'écolage, ta tante et ton bac ?» insistait-il. Étienne sortit les $50 de sa poche, les froissa dans sa main. « $50, Dieufait. À Port-au-Prince, c'est juste 3 mois d'école. Ici, avec $50, je peux acheter le travail de tout un village pendant 1 semaine
et le revendre au prix fort. « Regarde, dit-il en balayant l'horizon de la main. Il y a des montagnes de vivres ici et des ventres vides à la capitale. Le vide existe. Je vais le remplir. » Il commença modestement. Avec une partie de ses $50, il acheta plusieurs grosses marmites en aluminium. Quand la saison sèche approcha et que l'eau se fit rare, il se leva avant l'aube, remplit ses marmites à la source et les revendit aux familles qui n'avaient pas le temps ou la force d'aller puiser. Puis, il remarqua autre chose. Les enfants du village n'avaient pas d'école et les adultes, pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire. Lui, le lycéen de Rétaux de la capitale, il avait un savoir inestimable. Sous un mapput géant, il installa sa classe. Le matin, il faisait la classe aux enfants. L'après-midi, aux adultes qui, la journée finie, venaient avec leurs cahiers et leurs curiosités. Il ne demandait pas d'argent, juste un peu de nourriture, un service ou rien du tout. La confiance s'installa. On l'appela Timoun Pot-au-Prince, le gamin de Port-au-Prince, avec une tendresse moqueuse d'abord, puis avec un profond respect. Avec les économies de ses ventes d'eau et les dons de ses élèves, il se lança dans le commerce des provisions. Il achetait du riz en gros, du maïs moulu, du haricot, de l'huile aux paysans au moment des récoltes, quand les prix étaient bas. Il stockait dans une petite case, prêtée par la famille de Dieufait. Et quand la soudure arrivait, que les routes devenaient impraticables, Il devenait l'unique source d'approvisionnement. 1 an et demi passa. Le jeune garçon maigre de la capitale avait désormais des épaules plus larges. Sa case était devenue un magasin général. Et un matin, un camion bâché, portant le nom d'une grande école de Port-au-Prince, se gara devant chez lui. Le directeur de l'école, un parent d'un de ses élèves de la capitale, était descendu personnellement. Il avait entendu parler de ce jeune homme qui approvisionnait en vivres frais plusieurs cantines scolaires de la capitale, y compris celle de son propre lycée. « Monsieur Jean, lui dit-il, vos haricots sont les meilleurs que nous ayons jamais eus. Nous voulons un contrat d'exclusivité pour toutes nos filiales. » Étienne regarda l'homme, puis regarda autour de lui. Il vit les montagnes verdoyantes qu'il avait adoptées, Les champs de ses amis paysans, les enfants qui couraient vers son école informelle, les adultes qui le saluaient avec déférence. Il sourit. Il avait $50 en poche le jour de son arrivée. Aujourd'hui, il nourrissait les enfants des riches de la capitale dont il était issu. La leçon de cette histoire, elle est écrite dans la terre grasse de la Grand-Anse, dans le rire des enfants qu'il a instruits, dans les camions qui descendent vers Port-au-Prince. Elle dit que la fortune ne se cache pas toujours dans les diplômes ou les promesses des villes tentaculaires. Elle est parfois enfouie dans la terre, dans les opportunités que personne ne voit, dans le courage de faire un pas de côté. Il faut parfois abandonner le chemin tracé pour marcher dans l'herbe haute et y découvrir, émerveillé, que c'est là que pousse la vraie richesse. si tu as aimé, Cette histoire partage avec un ami qui doute encore que la solution est parfois ailleurs. Aime pour soutenir les histoires qui viennent de nos racines. Abonne-toi à Haïtipal pour ne rien manquer de nos prochains récits.